cours les anxiolytiques. Anxiolytique, on peut prendre le terme et le décortiquer. Ça sera anxio et lytique. Donc, anxio, ça vient d'anxiété et lytique, lise. Donc, on est là en train d'essayer de régler le problème de l'anxiété, soit en la supprimant ou là en réduisant le phénomène. Donc, une petite intro. Comme on avait vu au début, les psychotropes, ce sont des médicaments qui vont agir sur le psychisme. Ils auront des propriétés qui seront sédatives et ils auront des propriétés stimulantes. Bien sûr, ça dépend. Le psychisme, il aura up ou la down. Alors, ensuite, on va la classification. Les psychotropes, ils peuvent être des psycholeptiques, c'est-à-dire qu'ils vont venir déprimer, soit ils vont être des psychoanaleptiques, ils vont venir stimuler, sinon ce sera des psychoisoleptiques, ils vont venir réguler ou bien stabiliser, ou des psychodysleptiques, ils vont venir, c'est-à-dire perturber le psychisme. Donc, toujours avec la classification, on a les psycholeptiques, les GUNA, ils vont diminuer le tonus psychique, on citera ici ça plus tard. On a aussi les psychoanaleptiques qui vont venir stimuler ou augmenter le tonus psychique. On a les psychodysleptiques qui vont venir dévier ou perturber le tonus psychique. Et on a aussi les psychoisoleptiques qui vont venir normaliser ou bien stabiliser le tonus psychique. Les psycholeptiques, essayez de réfléchir. Quand on dit psycholeptique, c'est-à-dire ils vont venir diminuer. Maintenant, on va causer tout ce qui est, on va dire, relaxation, tout ce qui est calmé, etc. C'est daté et tout. Donc, on a les nooleptiques et on a les hypnotiques. On peut avoir aussi les thymoleptiques, notamment qui m'a les anxiolytiques. Donc, phlénoleptiques, ce sera les hypnotiques. Donc, les hypnotiques, ils vont venir causer une sédation. Et on a les thymoleptiques qui vont venir, comme par exemple les anxiolytiques, qui vont venir calmer. OK. On peut avoir aussi les neuroleptiques. Ensuite, on a les psychoanaleptiques. Donc, ils vont venir stimuler. La personne est déjà déprimée, on va venir stimuler. Donc, on a les no-analeptiques ou les thymo-analeptiques. Les hallucinogènes, ils vont venir perturber, hallucinogènes, stupéfiants, etc. Pour les isoleptiques, ce sera des régulateurs de l'humeur. Aujourd'hui, on va voir les tranquillisants ou bien les anxiolytiques. Donc, quand je dis tranquillisant, déjà, on a dans quel cas je suis. Je suis dans les psycholeptiques parce que j'essaie de calmer ou bien de tranquilliser. Et on est beaucoup plus dans les thymoleptiques. Donc, ce sont des médicaments qui sont là pour traiter l'anxiété, l'hyper-émotivité. Je dis bien hyper-émotivité. Mais si hyper-émotion ou le mouvement, c'est l'émotion. Donc, et des situations de stress. Qui est, je dirais, exagéré. C'est un stress qui est exagéré. Ils sont là pour réduire ou bien supprimer l'angoisse et aussi ils peuvent provoquer la sédation. Ils n'ont pas vraiment un effet antipsychotique, c'est-à-dire c'est pas une psychose. Il faut bien faire la différence entre ce qu'on a vu par rapport aux neuroleptiques qui étaient là, c'est-à-dire ce qu'on appelle d'ailleurs les médicaments antipsychotiques. C'était une vraie psychose, il y avait un vrai problème au niveau du cerveau. Là, c'est beaucoup plus émotionnel. D'ailleurs, le mécanisme, comment ça se passe, etc., on l'a pas vraiment. Donc, on a juste, on va dire, le résultat. On a l'émotion et les symptômes qui fait juge des. Donc, il n'y a pas une action antidépressive. C'est-à-dire, c'est pas une personne qui est en dépression, qu'on essaye de soulever ou quoi que ce soit. C'est une émotion qui est en fait exagérée, qu'on essaye de gérer. Alors, on va donner une définition de l'anxiété. Il y a normalement une double définition de l'anxiété, mais bon. Donc, l'anxiété, comme regardez son nom l'indique, est une émotion normale adaptive. Je vous donne un exemple. Avant les examens, généralement, on est anxieux. Et ça, c'est une situation qui est normale. Par contre, une personne qui souffre de troubles anxieux, c'est une personne qui ressent ce qu'on ressent nous, mais d'une manière très exagérée. Alors, je continue. Donc, c'est un état émotionnel qui se traduit par un sentiment d'appréhension, de tension, de malaise, de terreur face à un péril de nature indéterminée. C'est-à-dire, on va trouver la personne en train de s'imaginer parfois des situations où là, de toujours s'attendre au pire.
Je répète, faites très attention, ce n'est pas une psychose, c'est une anxiété qui est, on va dire, exagérée. Donc, je disais que c'est une personne, description entre parenthèses, ce sont des personnes qui ressentent tout fois trois. C'est des personnes, pour moi, qui ressentent tout fois trois. Et ça peut nous arriver à tous, hein, d'être anxieux. Quand, par exemple, je ne sais pas, on est face à un jury, par exemple, si on essaye de soutenir ou là, quelque chose du genre, on est là à se dire, bon, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont en dire, etc., etc. Et quand ça devient très grave au point de manifester des signes somatiques, c'est-à-dire la personne تبدا les palpitations, تبدا une pâleur parfois, une hypertension, la peur, la sueur, etc. Et là, ça devient, on va dire, maladive. Donc, ça devient pathologique lorsqu'on parle bien sûr de troubles anxieux ou là de névrose. Alors, les médicaments, il faut savoir que le traitement à l'anxiété, ce n'est pas directement le médicament. On passe par une psychothérapie et ensuite, à déjouer les médicaments, il y a des hygiènes, une hygiène de vie. Donc, une hygiène de vie, on a tout ce qui est éviction du stress. Il faut savoir gérer son stress. On essaye d'apprendre, on fait de la méditation, on passe par plusieurs étapes. Ensuite, on passe par un thérapeute. Après ça, si ça ne marche pas, on passe à une thérapie médicamenteuse. Donc, les médicaments prescrits en cas d'anxiété sont des médicaments benzodiazépines, c'est-à-dire de la famille des benzodiazépines, les non-benzodiazépines. Donc, dans ce cas-là, on va commencer par les benzodiazépines. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les benzodiazépines sont utilisées un peu partout. Je crois, je fais les anti. Oui, je fais les anti. Là, chez les antidépresseurs. Je fais je crois, je fais tout ce qui était neuroleptique ou neuroleptique ou anti-épileptique. Peut-être, je me rappelle. Oui, je fais aussi les anti-épileptiques. Donc, je disais que les benzodiazépines, ce qui est important qui goulou comme une classe haka, comme par exemple benzodiazépine, barbiturates, etc., c'est de connaître ça, les propriétés pharmacologiques. Si par exemple les benzodiazépines sont utilisées pour le traitement, les antiépileptiques, donc le traitement antiépileptique, donc il faut que je sache que parmi leurs propriétés pharmacologiques, c'est d'être anticonvulsivant. Donc, je reviens. On avait dit que le traitement l'anxiété, on va administrer des benzodiazépines. C'est une classe thérapeutique qui est majeure et qui a de nombreuses indications. On va c'est-à-dire la reconnaître par sa terminaison qui est zépam. Pratiquement les DCI, on a le diazépam qui est le Valium, bromazépam, lorazépam, etc. On distingue les benzodiazépines à demi-vie courte et à demi-vie longue. La notion, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'on va la voir plus tard, tout ce qui est phénomène de sevrage ou pas. Donc, les ont une demi-vie qui est courte, c'est-à-dire c'est moins de 12 heures. On parle d'oxazépam, bromazépam et prazépam, contrairement aux diazépam et clobazépam qui ont une demi-vie qui est très longue, c'est-à-dire l'effet tahom, il peut durer plus de 24 heures. Le mécanisme d'action, on l'avait vu l'autre fois, fleu court à les antiépileptiques. C'est simple, ce sont des agonistes des récepteurs du GABA. Donc, on avait dit l'autre fois que le GABA, c'était un neurotransmetteur qui était là pour, c'est-à-dire un effet inhibiteur. Là, on parle toujours, la clinique, c'est pour te faire le mécanisme d'action. C'est une personne qui est anxieuse, on va dire en quelque sorte stressée, qui ressent tout fois 3, on va venir ici favoriser tout ce qui est inhibiteur. On va essayer de calmer. Donc, pour calmer ou la favoriser le système inhibiteur, on va jouer sur le GABA. Donc, on va administrer des benzodiazépines qui seront agonistes du récepteur de GABA. Ils vont venir se fixer à ce niveau-là, en sachant que le GABA, d'habitude, il se fixe ici. Donc, ils vont se fixer ici et ils vont en fait favoriser l'arrivée du GABA qui va ouvrir les canaux ou là, le canal chlore. Donc, rappelez-vous que contrairement aux barbituriques, les benzodiazépines, ils ont la présence du GABA. Et ça, par exemple, c'est des notions très importantes. C'est important, mais c'est très important qu'on voit la différence entre benzodiazépine et barbiturique. Le benzodiazépine, il nécessite la présence du GABA, contrairement au barbiturique. Donc, en présence de GABA, ils vont favoriser l'ouverture des canaux chlore
et donc ils vont causer une hyperpolarisation. Donc le potentiel d'action va être ralenti ou là carrément supprimé et on n'aura pas donc la transmission nerveuse. Donc il aura un effet inhibiteur, augmentation de la fréquence de l'ouverture du canal une fois trop le chlore, il y le potentiel d'action. Donc voilà, ça nous montre où est-ce qu'il se fixe. Donc le benzodiazépine il va venir s'ouvrir ici. C'est le récepteur GABA A. D'accord. Alors, pour les propriétés pharmacologiques des benzodiazépines, puisque l'on a fait le cours les anxiolytiques, on va la propriété anxiolytique en premier. Donc, ils vont essayer de réduire l'anxiété. Ils auront un effet sédatif slash hypnotique, plus ou moins, c'est-à-dire il est réduit par rapport au barbiturique, mais ils auront quand même un effet sédatif. Pourquoi? Parce qu'on est là à essayer de diminuer ou là de calmer. Donc, on passera automatiquement par tout ce qui est sédatif. Ils auront un effet mieux-relaxant. Donc, toujours dans le phénomène, on va dire, de tranquilliser ou là, de réduire le psychisme, toujours référenciez-vous au moment du sommeil. Généralement, quand on a envie de se calmer et de dormir, on connaît une myo-relaxation qui est surtout dans ce cas propre au tétrazépam. C'est beaucoup plus de tétrazépam qui a cet effet myo-relaxant. Ils ont une action anticonvulsivante, le clonazépam, diazépam et clobazépam, on l'avait dit l'autre fois, fait traitement les anti-épileptiques, l'épilepsie, et ils peuvent causer une petite amnésie antérograde, c'est-à-dire que on peut avoir une petite perte de mémoire ou de la mémoire courte. Ils peuvent causer ça. Donc, les propriétés, c'est très important de se rappeler de ça. Comment faire pour se rappeler de ça? Une chauffe benzodiazépine, dans quel cours قريتها? Il a قريتها في anti-épileptique, ou قريتها في neuroleptique, ou قريتها في un autre. Donc, je dois me rappeler de les cours. C'est une manière de synthétiser les cours et d'extraire ce qui est important. Alors, ensuite, on va parler de l'indication. Donc, comme on a dit aujourd'hui, traitement de l'anxiété, donc qu'elle soit généralisée, réactionnelle, ou là, des troubles anxieux, ou là, l'état d'agitation. C'est-à-dire l'anxiété, on a plusieurs classifications. Parfois, elle est généralisée, c'est-à-dire que c'est une personne qui est tout le temps anxieuse. Sinon, elle peut être réactionnelle ou la suite à quelque chose, c'est-à-dire elle peut être, c'est-à-dire c'est une personne qui vit normalement, on va dire, et c'est une personne anxieuse, mais il y a quelques trucs qui vont déclencher ou la enclencher c'est-à-dire tout ce qui est trouble anxieux. Ça peut être un trouble anxieux, c'est-à-dire c'est pas très fréquent, ou là des états d'agitation. C'est-à-dire ils peuvent être indiqués en cas de trouble du sommeil, traitement et prévention du délirium tremens et d'autres manifestations du sevrage alcoolique, dans les contractures musculaires chez une personne qui montre des contractures musculaires assez, on va dire, qui sont indéterminées, ou la cause est indéterminée. Épilepsie et état de mal convulsif. Anesthésiologie, c'est-à-dire on peut les administrer en anesthésie en cas, c'est-à-dire je crois que c'est en second recours, en prémédication par voie orale, ou là en anesthésie générale en IV. Généralement, c'est-à-dire en pré-chirurgical. Alors, les effets indésirables. Les effets indésirables, les benzodiazépines, on avait dit que ça peut causer tout ce qui est sédation, donc on aura une baisse de la vigilance, somnolence, surtout chez les personnes âgées et les conducteurs de véhicules. Donc, il y aura marqué la boîte attention aux conducteurs. Traitement, en cas de traitement prolongé, bon, moi, le problème, c'est quoi? C'est qu'ils vont mettre du temps à donner un effet et on ne doit pas les utiliser pendant trop longtemps. C'est un tout petit peu délicat. Donc, en cas de traitement prolongé, c'est-à-dire plus de 12 semaines, là, on va remarquer une tolérance et une dépendance physique et psychique. Donc, quand on parle de tolérance et de dépendance, automatiquement, on va parler de syndrome de sevrage. Le syndrome de sevrage, c'est quoi? C'est que après l'arrêt, que ce soit un arrêt brutal ou la progressif, ou là, parfois, c'est entre une prise et une autre. Le corps, il va montrer des signes de manque. C'est-à-dire, le corps, il va montrer des signes qu'il a besoin de la substance. C'est pas un signe, c'est pas deux signes. C'est carrément un ensemble de signes qu'on connaît. Parfois, c'est des tremblements, des agitations, etc. Et donc,
la personne va montrer un syndrome de sevrage qu'on devra en fait soit traiter, soit reprendre la thérapie et l'arrêter progressivement, etc. Leur effet encore indésirable, on a tout ce qui est hypotonie musculaire, surtout chez les sujets âgés. Ils vont causer aussi, c'est-à-dire une hypotonie. Là, on va remarquer une chute chez les personnes âgées parce que ils auront plus avec le tonus musculaire, ils contrôleront en quelque sorte plus leur tonus musculaire. Et donc, en cas de posture, c'est-à-dire qu'ils se lèvent ou là, quelque chose du genre, on remarquera des chutes entre les personnes âgées, une sensation d'asthénie, c'est-à-dire une fatigue qui est prolongée, et une sensation ébrieuse. C'est quoi? C'est que la personne il a presque la même sensation qu'une personne ivre, c'est-à-dire une personne qui a pris de l'alcool tellement elle est calme et détendue, etc. C'est presque la même chose qu'une personne qui a pris de l'alcool. D'où la dépendance, en fait. C'est ça, en fait, qui cause la dépendance. Parce que, imaginez-vous une personne anxieuse. C'est une personne qui est en train de vivre un stress, en quelque sorte, continu, qui est interne. Pas forcément, elle va le manifester. C'est une personne qui vit d'elle, qui, je trouve, comment vous dire? C'est très bruyant, c'est très stressant à l'intérieur. Et donc, une fois elle prend les anxiolytiques, elle ressent une certaine détente. Et là, la personne a envie de retrouver la détente à chaque fois que le vacarme il reprend à l'intérieur. Donc une fois ça reprend, elle aura envie de prendre le traitement pour avoir l'état ébrieux. Et donc ça causera une dépendance. Ça peut causer, comme on avait dit tout à l'heure, des troubles de la mémoire et du comportement. On pourra aussi voir une dépression respiratoire. D'ailleurs, c'est contre-indiqué chez les personnes qui ont des insuffisances respiratoires sévères. Pourquoi? Parce qu'on parle d'hypotonie musculaire, de relâchement musculaire. Et donc, on va causer le relâchement des muscles respiratoires. Donc, ça pourra en quelque sorte causer une dépression respiratoire dans certains cas. Ce qui est pas très bien, c'est les réactions paradoxales parce que chez certains sujets, on peut observer parfois dès le rythme de la demi-vie avec le traitement, on peut remarquer l'inverse. Au lieu de calmer, on va remarquer une irritabilité, une agressivité, une excitation, confusion et hallucination. Donc là, ça devient très... généralement, quand on arrive à ce stade-là, on doit administrer un traitement qui est encore plus fort. L'effet rebond, c'est quoi l'effet rebond? C'est que dès qu'on arrête le traitement ou là, dès qu'on procède à un arrêt même progressif, on va remarquer que les symptômes, ils vont revenir et ils vont pas revenir comme avant. Ils vont revenir encore plus intenses qu'avant. C'est ça l'effet rebond. L'effet rebond, c'est à l'arrêt progressif ou la brutal du traitement, on remarquera la reprise ou la réapparition des symptômes et d'une manière qui est plus intense qu'au début. Ça, c'est un très grand piège. Et ensuite, on pourra tenir remarquer des éruptions cutanées chez certains individus. Alors, les contre-indications des benzodiazépines, ils seront contre-indiqués, c'est logique, chez toute personne c'est-à-dire qui manifestera des allergies connues aux benzodiazépines. Comme on l'avait dit tout à l'heure, chez une personne qui a une insuffisance respiratoire sévère. Pourquoi? Parce qu'on est en train de causer un relâchement musculaire. Insuffisance hépatique sévère. En cas d'apnée du sommeil, toujours relié à la respiration. Et c'est-à-dire qu'il faudra faire attention chez une personne qui est déjà myasthénique, c'est-à-dire déjà elle connaît des myasthénies, c'est-à-dire les muscles ne sont pas aussi, on va dire, ils n'ont pas un tonus musculaire très fort. Chez une personne qui a des toxicomaniques, puisqu'on est en train de dire qu'il y a un très grand phénomène c'est-à-dire de dépendance et de tolérance et aussi de sevrage, il est très important d'éviter les benzodiazépines à demi-vie courte. Qui m'a par exemple, la notion que je viens de vous citer là tout de suite, c'est une notion qui est très importante. On peut la déduire tout seul, puisqu'on est en train de dire qu'il y a un phénomène de sevrage, donc quand ça sera de demi-vie courte, donc il y aura une élimination rapide. Donc automatiquement, la personne va montrer une dépendance et un sevrage. Donc, on peut soit la déduire tout seul, soit se rappeler de cette notion-là. Donc, s'il vous plaît, c'est quoi une apnée du sommeil? C'est une personne, quand elle est en position de sommeil, généralement allongée, elle a du mal à respirer.
une oppression au niveau du thorax. C'est parfois dû au poids. Et les personnes obèses manifestent beaucoup l'apnée du sommeil, ou généralement, c'est des personnes qui ronflent, et qu'on remarque qu'ils ont du mal à respirer lorsqu'ils sont en position allongée ou là, quand ils veulent dormir. Est-ce qu'ils sont indiqués pour leur effet amnésion? Je ne sais pas si l'amnésie est recherchée. La plupart du temps, l'amnésie n'est pas recherchée parce que c'est une perte de mémoire. On ne cherche pas à perdre la mémoire. Si par amnésion, vous voulez dire anesthésion, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'amnésie n'est pas recherchée. Je n'ai pas vu c'est-à-dire un cas où c'était recherché. Mais sinon, leur effet amnésion est beaucoup plus considéré comme un effet indésirable. Et ce n'est pas des médicaments avec lesquels on joue ou là qu'on peut prescrire pour une autre intention, etc. Donc, c'est très délicat, surtout en cas d'anxiété. Donc, je disais que chez des personnes qui ont des antécédents toxicomaniques, c'est carrément à éviter les benzodiazépines à demi-vie courte. Pourquoi? Parce que le phénomène de sevrage va être, comment dirais-je, beaucoup plus prononcé. Chez des personnes qui ont des antécédents de réaction paradoxale ou tranquillisant, si on remarque que chez un sujet à qui on a administré des tranquillisants, il a manifesté donc les effets paradoxaux, il vaut mieux éviter. Les sujets âgés, pourquoi? Parce qu'on avait dit que ça peut causer la chute, ça peut causer la relaxation, les muscles respiratoires, ce qui risque de provoquer beaucoup de problèmes. Grossesse et allaitement, et il faut faire attention, soit voir avec son médecin, soit carrément contre-indiqué. D'accord, là on arrive aussi au plus important qui est les règles de prescription. Alors, les antécédents toxicomaniques. Une personne qui est déjà toxicomane, c'est-à-dire déjà elle a pris on va dire, soit une drogue, soit une substance, elle a développé une dépendance et comment dirais-je, une addiction à cette substance-là. Et que après avoir retiré la substance, la personne a montré les signes de sevrage, et donc les signes de besoin et de comment dirais-je, et de privation de la substance. Et donc là, c'est ça la toxicomanie. Pourquoi les benzodiazépines à demi-vie courte ont un syndrome de sevrage plus sévère? Parce qu'ils sont éliminés plus rapidement et que les symptômes donc vont réapparaître et que le corps va commencer à montrer des signes de besoin très rapidement. Et la raison, c'est beaucoup plus parce que la demi-vie, elle est courte et donc ils seront éliminés rapidement. L'effet sera réduit rapidement. Puisqu'ils seront éliminés rapidement, automatiquement, le phénomène de sevrage il sera beaucoup plus prononcé. J'espère avoir répondu à votre question, Céline. Alors, règle de prescription. Essayez de vous concentrer avec moi ici. Alors, durée de prescription maximale, c'est 12 semaines. Il ne faut pas dépasser les 12 semaines parce que automatiquement, on va développer le phénomène de dépendance. Débuter par Hadith, ça c'est très important aussi. Débuter par la posologie la plus faible et rechercher la posologie minimale efficace. Hadith, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on l'a cité, fait plusieurs cours. Je crois que les neuroleptiques, on avait utilisé ça. Il faut toujours, enfin généralement pas toujours, utiliser la posologie la plus faible. Et généralement, il commence par tâtonnement. Et il cherche la posologie minimale, elle a un effet qui est assez efficace. Un effet qui est positif à partir d'une dose qui est minimale, c'est la dose avec laquelle on va commencer. La question qui se pose, c'est pourquoi? Parce que de un, on est dans un traitement qui est symptomatique. Maintenant, toujours généralement, le psychotrope, on est là, on n'est pas en train de guérir. On est en train d'essayer de supprimer ou là, de réduire une certaine manifestation ou là, un certain symptôme. Donc, puisqu'on est là en train d'essayer de réduire, le thérapeute, à la belle, ça va ressurgir ou la réapparaître. Pas forcément, mais il y a possibilité que ça réapparaisse. Donc, on est obligé de commencer par une dose qui est faible et qui donne des résultats. Parce qu'après, si ça réapparaît, on va redonner la dose, on va forcément remarquer que ça ne va pas donner d'effet et on va remonter un tout petit peu par palier les doses. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer par des doses minimales.
et qui sont efficaces. Alors, inutile d'associer plusieurs anxiolytiques, ça n'a pas d'effet parce que pratiquement on a le même mécanisme, donc ça ne sera pas nécessaire d'associer plusieurs anxiolytiques. Les arrêts progressifs, c'est-à-dire l'arrêt, on le sait tous, pratiquement les psychotropes, c'est très important d'utiliser un arrêt qui est progressif et d'aller doucement. Et aussi, éviter ou limiter autant que possible. Essayez, s'il vous plaît, d'éteindre vos caméras. Alors, éviter ou limiter autant que possible la prescription chez les patients alcooliques ou toxicomanes, on l'avait dit auparavant. Donc, c'est important de limiter l'utilisation des patients qui sont alcooliques ou la toxicomane parce que non seulement ils vont nous montrer avec le syndrome de sevrage, mais il sera encore plus sévère عندهم. Et on avait dit aussi d'éviter tout ce qui est benzodiazépine de demi-vie courte chez ces sujets-là. Donc, ne pas utiliser les benzodiazépines seules chez des patients déprimés. Pourquoi? Parce que les benzodiazépines vont venir calmer ou effacer et masquer les symptômes de dépression. Donc, on va donner, c'est-à-dire on ne sera pas réellement dans la thérapie antidépressive. On sera dans la thérapie anxiolytique. Donc, il faut faire attention et il est préférable de ne pas administrer les benzodiazépines les déprimés. Généralement, ils optent pour une association en poursuit. Donc, encore d'autres types de traitements anxiolytiques. On a les carbamates, le méprobamate précisément. Là, c'est juste des exemples. Et comme vous voyez, c'est en rouge les trucs à apprendre. Enfin, je à apprendre, mais les trucs les plus importants à connaître, les propriétés. Alors, on va commencer par le carbamate, c'est le méprobamate. Bon, bien sûr, c'est le premier anxiolytique qui a été synthétisé sous le nom de méprobamate. Il est supplémenté par les benzodiazépines. Il est là pour supplémenter. Non, ça j'ai compris. C'est-à-dire on l'associe à d'autres benzodiazépines. Bon, ça a moins d'effets indésirables. Ok, les propriétés les plus importantes, c'est qu'il est anxiolytique, sédatif, hypnotique et myorelaxant. Un effet inducteur enzymatique modéré, donc il faut faire attention si on est dans une bithérapie ou là chez une personne qui est polymédiquée, c'est-à-dire si la personne prend plusieurs médicaments, il faudra faire attention parce qu'il est inducteur enzymatique, donc il va venir augmenter la concentration des les autres médicaments. Donc, les effets indésirables, c'est qu'il va causer une somnolence diurne, c'est-à-dire la nuit et pendant la journée. Tolérance et dépendance et syndrome de sevrage en cas d'arrêt brutal du traitement. Donc, vous le remarquez très, très bien. Si on ne procède pas par un arrêt progressif, on est toujours dans un syndrome de sevrage. Il peut causer des atteintes hépatiques, surtout si le traitement est prolongé. Pourquoi il cause des atteintes hépatiques? Parce qu'il a un effet inducteur enzymatique, donc il est relié au foie. Les contre-indications, toujours insuffisance respiratoire. Pourquoi? Parce qu'il est myorelaxant. Porphyrie. Pour Tani, il est contre-indiqué en cas de grossesse durant le premier trimestre et l'allaitement. On va passer au buspirone. Il a une action sur les récepteurs sérotoninergiques. Donc, c'est un agoniste partiel des récepteurs 5-HT1A, pré- et postsynaptique. Donc, il aura automatiquement un effet anxiolytique. C'est un antagoniste dopaminergique. Il a un délai d'action qui est lent. Alors, je disais que c'est un antagoniste dopaminergique. Il a un délai d'action assez long. Donc, chez les personnes c'est-à-dire qui ont des antécédents, tout ce qui est, c'est-à-dire toxicomanie, etc., ce serait intéressant. Donc, il apparaît de 7 à 14 jours. Pas d'effet sédatif, ni anticonvulsivant, ni myorelaxant. C'est ce qui est bien. Et il ne présente pas de dépendance et pas de sevrage. Et les effets indésirables sont rares et transitoires. Donc, il fait des effets du genre nausée, vomissement, gastralgie, céphalée, etc. Donc, il est plutôt bien. L'hydroxyzine, là, on est sur des antihistaminiques, H1 plus anticholinergiques. L'action, elle est sédative et anxiolytique. C'est normal, action sédative, parce que ce sont des antihistaminiques. Et ça a anxiolytique. La manifestation donc mineure, c'est-à-dire on va le prescrire en cas de manifestation mineure de l'anxiété.
Il ne produit pas de dépendance. Il a des propriétés anti-allergiques, c'est normal. Et les effets indésirables, c'est bien sûr une somnolence diurne, effet atropinique surtout à forte dose. C'est un anticholinergique. Les contre-indications, glaucome, adénome de prostate, grossesse, il faudra faire attention. D'autres, on peut citer l'éthifoxine, il est connu. On peut donner aussi des bêta-bloquants, notamment le propanolol, traitement des phobies, etc., chez les personnes qui ont des phobies exagérées, etc. Bromogalactogluconate de calcium dans les angoisses passagères. Les neuroleptiques sédatifs, mais ça, on est un peu dans des cas extrêmes. Et chez les personnes qui sont en même temps déprimées, on donnera des antidépresseurs, comme par exemple la fluoxétine, paroxétine et venlafaxine. Voilà. Donc, normalement, on a terminé. Après, je reviens juste au point. Donc, ici, on est supplémenté par les benzodiazépines, moins d'effets indésirables. Alors, dans ce cas-là, pour la personne qui m'a posé la question, Carrie, alors, le carbamate présente, comme vous pouvez bien le voir, beaucoup d'effets indésirables. Donc, si on l'associe à des benzodiazépines, on va apparemment, c'est-à-dire diminuer les effets indésirables. Sinon, en cas où il y a une notion assez importante concernant ce point-là, je vous le transmettrai à travers la page du tutorat. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations? Vous avez dit que les cours sont assez légers c'est-à-dire les cours à pharmaco, c'est des cours vraiment légers. Si vous avez raté les autres cours, tout ce qui est anti-épileptique, antidépresseur, neuroleptique, donc vous pouvez aller les voir sur la chaîne YouTube. Ils sont tous disponibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les laisser en commentaire sur la page YouTube. J'essaierai de passer faire un tour. Voilà. Alors, les points les plus importants dans ce cours. D'accord, je vais essayer de vous résumer les points les plus importants dans ce cours. Alors. De connaître la classe, le traitement dont on parle. D'ailleurs, c'est un point important dans les cours, c'est de connaître le point, c'est-à-dire Wirani, je suis où? Je suis en train de. C'est une personne qui est déprimée, tout ce qui est tonus. Comment ça s'appelle? Le tonus, c'est-à-dire psychique, où là je suis en train de diminuer avec le tonus. Ça, c'est très important. Donc, une fois que je suis dans les psycholeptiques, c'est une personne qui est anxieuse. Je vais essayer de calmer la chose. Pour calmer, je vais toucher dans quel domaine? Je vais toucher le système GABA. Le système GABA, c'est un système inhibiteur. Quels sont les médicaments qui peuvent agir sur le système GABA? Les benzodiazépines. Donc, les benzodiazépines, ce sera le traitement de l'anxiété. Il y aura d'autres traitements qui ne sont pas benzodiazépiniques. D'accord? Donc, je vais connaître le benzodiazépine et je suis obligée de connaître ça, comment il fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il apparaît dans plusieurs pathologies. Donc, je connais une autre notion qui est le demi-vie courte, demi-vie longue. Surtout, rappelez-vous que diazépam a une demi-vie longue. Diazépam, c'est le Valium. C'est ce qu'on utilise pour anesthésier. C'est une demi-vie qui est longue. Je connais le principe comme le mécanisme d'action. Je me rappelle aussi que le benzodiazépine fonctionne en présence du GABA et que c'est un agoniste. Il va dans le même sens que le GABA et qu'il a un effet inhibiteur. Ensuite, je connais ses propriétés pharmacologiques parce que je connais les cours là où le benzodiazépine a été cité. Je veux dire, les benzodiazépines ont été cités. Anxiolytique, sédatif, neurolaxant, anticonvulsivant. Il peut causer une amnésie oh mon Dieu, antérograde. Ok. Les indications, Saharahum Bainin, c'est les cours qu'on a vus. Ensuite, les effets indésirables, le truc le plus important, c'est le sevrage, la dépendance et la tolérance. C'est les troubles de mémoire. C'est la dépression respiratoire parce qu'il y a une hypotonie musculaire. Et aussi l'effet rebond et les réactions paradoxales. Ensuite, les contre-indications, je dois me rappeler la toxicomanie et la demi-vie courte.
Je dois me rappeler les effets paradoxaux et aussi l'insuffisance respiratoire. Ensuite, les règles de prescription, rappelez-vous des 12 semaines, on ne doit pas dépasser les 12 semaines. Débuter par la posologie la plus faible, qui est la plus efficace. Ce n'est pas la peine d'associer. L'arrêt, il est progressif, il faut très très bien se rappeler de ça et surtout de ne pas utiliser les benzodiazépines seules à des personnes déprimées. Et les derniers, je me rappelle, ce n'était pas très important, mais après ça dépend de vos profs. Donc voilà, essayez de vous rappeler qu'il y a d'autres classes aussi qui sont non, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des familles du benzodiazépine et qui ont une action en cas d'anxiété. Donc voilà, c'est ça les points les plus importants concernant ce cours. Si vous avez d'autres remarques, etc., n'hésitez pas. Le mode d'action des benzodiazépines, on l'a vu, c'est-à-dire ce sont des agonistes, donc ils vont se fixer sur le récepteur GABA-A pour enclencher l'arrivée du GABA pour ouvrir les canaux chlore. En tout cas, bon courage pour vos examens. Révisez bien. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Essayez de travailler en groupe si vous voulez, surtout pour les personnes qui ne sont pas motivées, etc. Et je vous dis bon courage à la séance prochaine, Inch'Allah.